Hello, hello, hello. Déjà, on vous souhaite une excellente année 2024. Plein de projets, voilà, plein de réussites. Et surtout, la santé, c'est le plus important, le reste suivra. C'est un petit disclaimer pour vous avertir que durant l'épisode, j'ai mon son qui saute un peu. Parce que, en fait, je sais pas, mon réseau a été un peu capricieux. Et du coup, 2 ou 3 fois, mon son saute et du coup, il hache mes phrases. Mais ce n'est pas très gênant puisque le plus important, c'est qu'on entend hyper bien Max Pereira, mon invité dans cette émission, qui nous dévoile son amour pour le cinéma HK et c'est déjà très très bien. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. En tout cas, on vous souhaite une excellente écoute. Merci encore pour votre fidélité. Ciao. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans High Kick, dans tes films préf. Alors aujourd'hui je suis tout seul. Il n'y a pas mon pote Seb qui m'accompagnera tout au long de cet épisode. Mais j'ai un invité. Et oui, et pas n'importe lequel. J'ai un peu le Yumbao du podcast, hein. On peut le croiser hein, dans l'émission Raging Fire Club, aux côtés de Paul Gossem et de Jonathan Asia. C'est un spécialiste du cinéma hongkongais et je suis très très content de le recevoir dans cette émission. J'accueille Monsieur Max Pereira. Salut Max, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super, ravi de l'invitation, merci beaucoup et puis merci à tous les auditeurs de nous écouter, c'est cool et puis voilà, je vais essayer d'être concis parce que c'est pas facile ce petit top 3 là, ça a été très, très difficile. Donc je me suis focalisé sur du kung-fu pur, mais j'ai tout un tas de titres effectivement de films de baston à mettre dans la liste, hein, donc c'est très, très difficile mais bon, on va essayer. Ok, bah cool. Super. Alors, est-ce que tu peux commencer avec ton premier film du coup? Alors, mon premier film, ça va être un peu spécial celui-là parce que je vais vous parler en fait du jeu de la mort, mais Ah, pas celui de 78, pas celui de Robert Close évidemment. Je vais vous parler du jeu de la mort original, celui pensé par Bruce Lee. Donc ce film en fait n'existe pas, mais il existe parce qu'en fait il y a le Bruce Lee avant le tournage d'Opération Dragon et un petit peu avant sa mort, il a réussi à tourner les 3 scènes finales, enfin les 3 combats finales du film, donc de la fameuse pagode. Et donc on en a des extraits et ça a été remonté sous la forme de 3 documentaires, donc Bruce Lee in God, Warriors Journey et récemment euh, Final Game of Death. Donc on peut trouver ces 3 courts-métrages, on peut dire, les 3 combats finaux montés, remixés, etc. Mais évidemment pas la version complète puisque Bruce Lee nous a quittés avant. Donc malheureusement, voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de celui-là. Je sais pas si tu as vu alors, la- la version originale. alors moi j'ai vu ouais, le jeu de la mort, la version originale, je l'ai vu. J'avais été à l'époque, je sais pas, j'avais 12 ans. Je crois quand je l'ai vu, j'avais été un peu déçu parce qu'on a vendu le film comme un petit chef-d'œuvre. Parce que mon frère l'avait pas vu depuis les années 80-90. Donc du coup, c'est vrai que quand il l'a revu aussi, ça lui a fait un choc. Pour autant, les 11 dernières minutes,
ouais, les dernières scènes sont magnifiques avec, le final avec, Karim Abdul-Jabbar est incroyable et j'avais récupéré alors en pirate, bah, voilà, le voyage de Bruce Lee où, qui racontait finalement en fait la genèse du projet de Jeux de la mort et notamment les scènes supplémentaires, donc du coup ces 3 combats et j'avais été, assez impressionné par ce documentaire. En revanche, les 2 autres, non, je les ai pas du tout vus. Toi, t'as vu lequel, du coup, tu m'as dit là? C'est le Sur les voyage trois? du guerrier, c'est ça? Ce John, Ouais, donc c'est Oathrider, ouais. Warrior Journée. Donc Ouais, c'est ça, ça, c'est ouais, une ouais. version qu'ils ont tournée en cantonais. Je crois que c'est la version qu'ils ont redoublée en cantonais, il me semble. C'est ça, hein, je sais pas si tu t'en souviens du doublage. Ouais, Moi, j'avais vu, le premier que j'avais vu était dans le coffret Metropolitan, tu sais, chez Metropolitan Film Export, chez HK Vidéo. ouais. C'était Bruce Lee in God. Donc je crois que c'est un documentaire japonais, mais qu'ils ont redoublé en anglais. Donc moi, c'est vraiment la première version que j'ai Ouais. connue quand j'étais gamin, quand j'avais le coffret. Et j'étais subjugué parce que j'étais fasciné par ce film et par cette. En fait, j'étais fasciné par le. Je connaissais le projet initial de Bruce Lee, ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait écrit. Je lisais les Karaté Bushido, moi j'étais fan de toute cette littérature-là. Mmh. Christophe Chanclot, Christophe Gans, tous ces mecs qui ont promu le cinéma d'arts martiaux à travers leurs critiques, et à travers leurs livres et tout ça. Donc il parlait beaucoup du scénar, de la petite ébauche de scénar que Bruce Lee avait écrit avant Mmh. que ce soit récupéré par Robert Close et par la Golden Harvest et tout ça. Donc pour remettre un peu dans le contexte, parce que là je suis un peu parti dans tous les sens, mais oui, en fait là, oui, le film dont tu parlais et qu'en fait on a tous kiffé quand on était gamin parce qu'on attendait ces fameuses 12 minutes à la fin du film, parce que donc c'est le film de 78 de Robert Close qui est en fait une réécriture de l'histoire originale, puisqu'en fait l'histoire originale de Bruce Lee, c'était l'histoire d'un champion d'arts martiaux dont la famille se faisait kidnapper par un malfrat coréen, je crois, et qui devait donc aller sur une île mystérieuse en Corée récupérer un trésor. Et pour récupérer ce trésor, il devait affronter 5 combattants dans 5 étages différents. Donc un peu comme les prémices un peu d'un jeu vidéo, quoi. Il y avait un peu ça Mmh. aussi qui a été repris. Et malheureusement, il a pu tourner que les 3 combats à la finale, donc contre Danny Santo, contre Karim Abdul-Jabbar et contre le champion coréen dont je me souviens plus le nom, je m'en excuse, et qui a été réutilisé dans la version donc de Robert Close de 78, mais avec une histoire complètement différente, parce que là, ça traite en fait c'est un peu la vie de Bruce Lee romancée, c'est-à-dire que c'est un petit peu les derniers instants de la vie de Bruce Lee, qui en fait, donc on retrouve le personnage de Billy Lo, qui est une espèce voilà, de symbole de Bruce Lee, un superstar de Kung Fu à la Bruce Lee, et qui est menacé par les triades, et qui se fait passer pour mort, et qui revient après. Et à la fin du film, il réutilise les 3 combats qu'il avait filmés, simplement en fait, le problème de cette version, c'est qu'on est vraiment subjugué par les 3 combats, par la présence de Bruce Lee simplement, mais en fait, on est frustré en même temps parce qu'il y avait beaucoup plus de minutes, hein. Il avait tourné, si on monte vraiment tout ce qu'il a pu tourner, en fait, ça dure pratiquement 40 minutes. Et aujourd'hui, avec le nouveau documentaire qui est sorti, je ne sais plus si c'est Eureka ou chez Arrow, je ne me rappelle plus, mais on a le droit à même 50 minutes parce qu'ils ont déterré des nouvelles images, ils ont refait un générique incroyable en mode années 70 avec la musique d'époque. Ils ont retrouvé la musique qu'il fallait. Ils ont retrouvé une toute petite scène au début qui manquait. Parce que oui, ça c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais dans l'histoire originale, Bruce Lee est accompagné de 2 autres combattants, enfin en tout cas dans ces 3 parties, là, dans les 3 parties qui restent, et qui est vraiment supprimé dans la version de Robert Close. Il utilise en fait un morceau de cette version dans le film de Robert Close, à un moment donné, quand Karim Abdul-Jabbar, dans l'histoire de la version de Robert Close, met pression à une autre star de Kung Fu qui se fait. Je ne sais pas si tu te souviens de ce tout petit moment, à un moment donné, il menace un gars, et en Non. fait, ils utilisent ce tout petit morceau, et ce tout Ouais. petit morceau provient du combat qu'ils avaient tourné initialement. Et ils D'accord, OK. rechangent complètement le script, en fait. Ils disent que c'est un mec qui s'est fait menacer par la. En gros, il le prévient d'un truc. Il dit si jamais tu les écoutes pas, ils vont faire comme ce mec-là. Et Ouais. donc, il réutilise ce petit truc voilà, de cette version-là. Je sais pas si c'est très clair pour les auditeurs, mais en tout cas, c'était vraiment enfin, le film que de faire Bruce Lee au départ. C'était vraiment un film
sur la philosophie des arts martiaux, sur la méthode de combat du Jeet Kune Do. C'était vraiment un pur film, à la fois voilà, sur les arts martiaux et sur la mystique aussi asiatique. Il y a beaucoup, beaucoup de traces comme ça dans ce qui reste de mystique au niveau religieux, au niveau de plein de trucs. Ça avait l'air super intéressant et ça aurait vraiment pu être son chef-d'œuvre. En fait, Bruce Lee, ce qui est frustrant, c'est il commençait sa carrière de réalisateur. Mmh. Il avait même fait sa propre boîte de production qui était la Concorde Film. Il a eu le temps de faire La Fureur du Dragon, qui avait cartonné, mais vraiment qui avait explosé. Et bah là, en fait, c'était un film un petit peu de. Enfin, La Fureur du Dragon, il faut vraiment voir que c'était un film d'essai, quoi, hein. C'était juste pour Ouais, se ouais, mettre ouais, ouais, ça se voit, hein. Mmh. en exercice. Alors, moi, c'est un film que j'aime beaucoup et que Mmh. j'ai redécouvert avec ma femme récemment, qui est chinoise, et du coup, qui m'a donné une autre lecture du film qui est très intéressante quand tu es, surtout comme elle, une chinoise qui est partie de Chine pour vivre à l'étranger. Donc, le film La Fureur du Dragon traite vraiment de ça, mais c'était vraiment un petit casse-croûte. C'était vraiment un petit prémisse de son chef-d'œuvre qui allait arriver après, qui allait être Le Jeu de la mort, que malheureusement nous n'avons pas vu et qui aurait peut-être pu bousculer beaucoup de choses dans le cinéma de kung-fu de l'époque, parce que il, il était vraiment atypique dans sa manière de tourner. Il utilisait par exemple des techniques et des méthodes ramenées des États-Unis. Il utilisait un chef opérateur très connu au Japon, par exemple, dont j'ai oublié le nom. Il y avait vraiment ce côté artistique qu'il voulait mettre à l'intérieur du cinéma de Hong Kong. Il utilisait un combo pour revoir les scènes d'action et pour pouvoir les refaire, ce qui était très inhabituel pour le cinéma de Hong Kong, qui avait plutôt tendance à tourner rapidement, sans son, voilà, avec des budgets un peu limités. Lui, il avait vraiment envie. D'ailleurs, quand on retrouve toutes les scènes qu'il a fait pour Le Jeu de la mort, il répète et il répète et il répète et il répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à atteindre la perfection. Et jusqu'à même le moment où même le deuxième combat, enfin, dans l'ordre chronologique, c'est le quatrième, mais pour nous, c'est le deuxième contre le Coréen. Ouais. Apparemment, il était tellement déçu du truc qu'il a même failli, s'il avait été en vie, il aurait peut-être retourné cette scène-là avec un autre acteur. C'est ce que nous dit le documentaire D'accord. Final Game of Ouais. Death. C'est un documentaire passionnant, ça dure 3 heures et ça revient sur absolument tout. Alors là, si vous voulez savoir tout sur le film, ce documentaire est parfait parce qu'il vous donne les moindres détails du script, des combats, de comment ça aurait pu être fait. Enfin, moi, ça me fascine complètement. Et voilà quoi. Alors moi, j'aimerais bien savoir une chose parce que, j'avais lu un jour, un article de Karl Bushido, qui parlait de Bruce Lee, notamment du Jeu de la mort et j'aurais aimé savoir une information que j'ai trouvée nulle part ailleurs et je me suis toujours demandé si finalement c'était pas une grosse blague de voilà ou une information un peu, induite en erreur. Dans ce fameux Jeu de la mort qui était prévu, est-ce que, Chuck Norris aurait dû jouer dedans? Non, en fait, à la base, moi, j'ai entendu l'acteur occidental qui devait jouer dedans, et ça, j'en suis sûr et certain, c'était Georges Lazenby. Georges D'accord, Lazenby, OK. c'était, pour les gens qui connaissent, c'était le James Bond Au service secret de Sa C'est Sa Majesté, Majesté, ouais. qui est un acteur australien qui a tourné un autre super film de kung-fu que j'aurais pu mettre ce soir et qui était tourné l'année d'après, qui était donc L'Homme de Hong Kong avec Jimmy Wang Yu, où là je pense d'ailleurs qu'il a fait L'Homme de Hong Kong parce qu'il n'a pas pu faire le Jeu de la mort et qu'après il a fait quelques films à Hong Kong dans des rôles de gentil ou de méchant, puisqu'il a fait un film qui s'appelle Stoner aussi, Georges Lazenby. Donc il devait faire des trucs à Hong Kong avec Bruce Lee. Malheureusement, il a fait des trucs super avec d'autres acteurs de la Golden Harvest de l'époque. Mais non, non, c'est sûr que c'était Georges Lazenby qui devait jouer dedans. Est-ce que D'accord, c'était un OK, rôle ouais. positif? Est-ce que c'était un rôle de méchant? Ça, on sait pas. Par contre, on n'a pas plus d'infos dessus. Mais par contre, Chuck Norris, euh, non, je vois, parce que même parmi les premiers combattants que Bruce Lee aurait dû combattre, en fait, le premier étage enfin pas le premier étage en fait, le rez-de-chaussée, on va dire, c'était Mmh. gardé par Bolo Young avec une Ouais, armée OK. de karatékas autour, un peu à l'Opération Dragon du coup, un peu dans le Ah, trop même cool. truc. Je OK. pense qu'il a réintégré des trucs un peu de ce style. Au premier étage, c'était Wong Yin-sik, donc le champion de taekwondo et de hapkido qu'il affrontait dans La Fureur du Dragon, qui joue Mmh. aussi, qui combat Jackie Chan, par exemple, que vous allez voir dans La Danse du Lion ou encore dans Dragon Lord, qui est un super combattant coréen de l'époque. Ça, c'était le premier étage. Au deuxième étage, il devait affronter Taki Kimura,
Donc un de ses élèves, parce que Bruce Lee était prof aussi aux États-Unis, il Ouais. était prof d'arts martiaux et c'était un de ses élèves, c'était Taki Kimura. Donc il utilisait 3 élèves, en fait, dans son donc Taki Kimura, qui aurait dû faire le style de la montre religieuse. Au premier étage, Wang Yinsik, c'était le taekwondo, après la montre religieuse, et après Danilo Santo, donc son autre élève pour l'escrima philippin, le champion coréen dont j'ai oublié le nom, qui devait faire donc le Hapkido, et puis après Karim Abdul-Jabbar, qui devait être en fait le style du non-style, l'inconnu, c'est-à-dire en fait une espèce de, c'était le Terminator un peu avant l'heure, Ouais. c'était une espèce de forme comme ça, avec des lunettes de soleil. C'est un super personnage qui préfigure un peu le Terminator, une espèce de menace indicible comme ça que Bruce Lee doit affronter. D'accord, ok. Et donc tu m'as dit qu'il était disponible il est sorti du coup en DVD, disponible chez Arrow ou un autre éditeur, c'est ça? Ouais, Le je sais film plus dont si tu nous parles. ouais, le final Ouais, Game of ouais, Death, c'est sorti effectivement chez Arrow, ou je les confonds tout le temps. Mais en tout cas, c'est une boîte c'est un coffret qui s'intitule Bruce Lee at Golden Harvest. Donc on ah retrouve, oui, bah c'est un d'accord, gros ok, bah, coffret. ok, ok. Voilà. Ok, ouais, je l'ai vu ce coffret, je crois que Metaluna l'a vendu à un moment donné. Ouais, ouais, c'est Et ça, ouais, c'est ça. ouais, bah je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu. Il me tentait pas mal, d'accord. Et du coup, il y a ouais, bah s'il y a ce documentaire-là, en plus, s'il est vraiment très complet, bon, bah je me laisserai peut-être tenter alors du Ouais, coup, parce que franchement, c'est je vrai pense que qu'en termes de complétude, je pense que vous pouvez y aller. Alors c'est pour les gens qui, enfin après, même moi qui suis pas, je parle anglais couramment, mais je suis pas un super spécialiste de l'anglais non plus. Mais vous allez. Alors c'est vrai que ça serait mieux pour le documentaire de l'avoir j'aimerais bien qu'en fait il sorte en France. Il faudrait que mmh, Metropolitan ou HK le sorte en France, ressorte le coffret et utilise le documentaire. Ça serait mieux. Peut-être que vous l'attendiez. Pour les gens qui veulent pas attendre, effectivement, et qui sont fans d'import et qui veulent acheter des trucs à l'étranger, n'hésitez pas à le commander, quoi. Parce qu'en plus, vous avez tous les films, mais vraiment tous les ouais. films, plus il y a aussi le jeu de la mort 2 dedans. Ah! Oui, d'accord. Ouais, Donc voilà, Tower of Death, donc le film de 81, qui du coup ressemble plus à l'histoire originale, finalement. ouais. Euh, mais voilà, c'est encore un autre délire. Mais voilà, c'est vraiment un super coffret, quoi. Donc, et puis voilà, je voulais en parler ce soir parce que j'aurais pu parler d'autres films et tout, mais c'est vraiment un truc qui me fascine parce que quand on est fan de cinéma d'arts martiaux, et je pense que tu me comprends, Ouais. moi je sais pas, il y a une espèce de fascination derrière ce truc qui n'a jamais existé, qu'on ne verra jamais vraiment, sauf si un jour peut-être grâce à la technologie, tu vois, ils pourront peut-être tout nous refaire, tu vois, avec les nouveaux moyens, peut-être c'est possible, mais moi je fantasme vraiment ce film, c'est une vraie, Ouais, vraie pareil. frustration. Quand tu es fan de cinéma de Hong Kong, de Bruce Lee, de cinéma de Kung Fu, c'est un truc, tu t'es dit, mais pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi il est mort si tôt? Pourquoi? Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment un Ouais, crève-cœur. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est aussi une fascination de ce film parce que, bah, c'est pour ça que j'avais pris, enfin, le DVD pirate à l'époque, hein. Je l'avais eu au Gabon, ce DVD, Mmh. et pour en savoir plus parce que c'est vrai que, bah, on a que 12 minutes vraiment spectaculaires et on se dit: «Purée, si déjà, durant ces 12 minutes, bah, voilà, on ressent une certaine émotion». S'il avait réussi à terminer ce film-là, bah, ça aurait été fou. Ça aurait été juste dingue. Et puis, en plus, on était vraiment à l'explosion de Bruce Lee parce que Opération Dragon, bon, il est décédé, il a pas connu le succès d'Opération Dragon, mais alors là, Opération Dragon, ayant cartonné, bah, le jeu de la mort aurait explosé et je pense que, il aurait donné une toute autre dimension aux films d'arts martiaux. À un moment donné, j'espérais qu'il fasse alors, quand c'était un peu la mode des images, des films avec images de synthèse, ils avaient réussi à reproduire en fait, un Bruce Lee en image de synthèse qui s'entraînait. Et bon, je m'étais dit: «Bah, peut-être qu'en fait, à un moment donné, ils vont nous pondre peut-être un jeu de la mort comme ça». Mais bon, ouais, et je me suis toujours en fait, et même je me suis toujours demandé pourquoi, il n'y avait pas eu de remake finalement. Avec un Donnie Yen, par exemple, qui reprendrait finalement l'histoire du jeu de la mort et bon, on aurait plus ou moins, le film qu'on aurait aimé voir, mais avec un autre acteur. Ouais, Je me ouais, suis ouais. toujours Tu posé veux dire cette question-là.
Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, il y a eu des remakes foireux un peu Ouais. ou agréables en fonction des points de vue de Bruce Exploitation avec Bruce Lee, les six Ouais. épreuves de la mort, et puis il y a New Game of Death, je crois, avec Bruce Lee aussi, qui sont des films sympathiques, mais c'est pas la. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après c'est possible hein, qu'ils le refassent. C'est fort possible, mais vraiment, ce qui aurait été dingue, moi, j'ai une fascination, comme je t'ai dit, assez mystique, parce que à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, dans le film, par exemple, Karim Abdul-Jabbar, vers la fin, tu sais, il a mal aux yeux, Ouais. parce il a des, comment expliquer aux gens? En fait, il ne supporte pas la lumière du jour, comme une Mmh. espèce voilà, de mec qui vit toujours dans l'ombre et tout ça, et Bruce Lee arrive à le battre en fait à la fin en perçant les fenêtres de la salle qui donne sur le ciel éclairé, et ça renvoie le soleil dans son visage. Et à un moment donné, ils ont, il y a un passage très mystique, très bizarre. C'est-à-dire que les yeux de Karim Abdul-Jabbar deviennent des yeux de reptile. Mmh. Ils lui ont mis des lentilles avec des yeux de reptile. Et je sais pas, je me suis toujours dit, est-ce que à la fin du film, quand il va dans la dernière pièce, tu vois, la pièce qu'on n'a jamais vue, l'ultime pièce avec le trésor, est-ce que ça t'ouvre pas vers une porte? Tu vois, je m'imaginais des trucs, est-ce que ça t'ouvre Ah pas vers ouais, une ouais, porte, ouais. vers un portail, vers un autre monde, avec des créatures, des machins? À l'époque, il était aux États-Unis, il était pote avec plein de réals, dont par exemple Polanski, qui était connu pour ses films un peu d'horreur, des machins comme ça. Peut-être Ouais. qu'il a eu des idées, des trucs. Bah, il y a plein de trucs assez fascinants, quoi. Il aurait pu ramener un truc que tu n'aurais jamais vu dans le cinéma hongkongais, en tout cas à cette époque-là. À Ouais. cette époque-là, Ouais, je comprends. c'était un des ça aurait pu être un truc incroyable. Donc il y a plein comme ça de scènes comme ça que j'imagine, le début, la fin, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est une torture, parce que tu te dis, mais en fait, tu le verras jamais. Et en même temps, Ouais, c'est clair. voilà, c'est très compliqué. Mais donc voilà, je tenais à en parler par rapport à l'aura qu'il y a derrière. Et puis, franchement, même pour les fans de Bruce Lee, même comme tu as dit, le combat de 12 minutes, déjà, on n'en pouvait plus. Et alors là, les 40, maintenant 50 minutes que vous allez voir, là, c'est un magnifique court métrage. Pour le coup, c'est pas un long métrage, mais c'est un sublime court métrage. Moi, la version que je préfère, c'est la version de Bruce Lee in God, qui a Ouais. moins de scènes, qui est pas parfaite et tout, mais je trouve elle est mieux doublée, par exemple, parce que en fait, toutes les trois versions sont pas forcément parfaites. Je trouve il y a Mmh. toujours un petit défaut, un petit truc, parce que normalement, il aurait fallu le tourner en mandarin, par exemple, parce que à l'époque, les films sortaient en mandarin à Hong Kong. Enfin, en tout cas, les films d'arts martiaux, et du coup, ça aurait été plus crédible, mais ils l'ont quand même fait en cantonais, tout ça. Bon, moi, je trouve que voilà, chacun se fera sa version. Ou même si vous voulez vous faire votre version à vous, hein, vous pouvez en mélangeant d'autres trucs. De toute façon, tout est possible maintenant. Mais j'ai pensé le faire, mais c'était trop compliqué à un moment donné de faire ma version à moi. Mais voilà, en tout cas, voilà, un chef-d'œuvre qui n'existe pas, mais qui existe un peu. Ouais, totalement. Bah, en tout cas, là, tu commences fort avec un 1er film, je m'y attendais pas et là, je me dis qu'on va passer une bonne soirée parce que et du Merci. coup, j'ai hâte d'entendre ton second film, du coup. Alors, eh ben, déjà, ouais, cool. Ben, ouais, c'est vrai on s'est pas, ouais, t'as pas voulu que je te dise la liste avant, donc du coup, Non, c'est ouais, surprise pour toi, c'est bien. Non, c'est j'aime cool, bien c'est cool. découvrir, en direct, pour savoir, voilà, les goûts un peu de l'invité et là, franchement, là, tu me régales déjà sur le 1er film. Ben, merci beaucoup. Non, mais ça fait plaisir. Bah écoute, le deuxième, on va être un peu dans le prolongement, mais en étant Ouais, aussi dans la cassure radicale, parce qu'en fait, alors c'est un film de Sammo Hung OK. qui s'appelle Prodigal Son, qui est sorti Alors, en 1983. Want to come to the opera with me tonight? Oh, the opera? That sounds boring. I'm not interested. Ah, Master Chang. Ah, good morning. Which one's Lungi Tai? That's me, boys. Maybe there are no kung fu experts in Canton. No point in talking to you. Huh. That's your lucky day. Get him!
Je sais pas si Ok. tu vois ce que c'est. Alors, je connais pas du tout. C'est ça D'accord. qui est Alors, énorme. Alors, vas-y. Prodigal Son, c'est un film de kung-fu comédie. Alors la kung-fu Ouais. comédie, c'est un genre, c'est un dérivé de la je remets un peu dans le contexte, hein, Ouais, excuse-moi, vas-y, c'est vas-y. vraiment pour les gens, mais la kung-fu comédie, c'est en fait un dérivé du kung-fu classique. Donc l'époque là qu'on parle de Bruce Lee, les années 70, c'était vraiment la marque du kung-fu, début 70, c'était le kung-fu classique. Et puis progressivement, en fait, des gens à la fois de l'opéra de Pékin et du monde des arts martiaux se sont emparés du cinéma d'arts martiaux de plus en plus et ont fait leurs propres films. Donc, par exemple, côté opéra de Pékin, on a Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Wuping, Kor Yuen, voilà. Et puis du côté des arts martiaux, par exemple, on a des gens qui viennent du monde des arts martiaux comme Lucia Liang, par exemple, qui vont réaliser d'ailleurs Jackie Chan et Lucia Liang, Drunken Master 2, Oui, exact. ensemble plus tard. Mais ils viennent de deux courants différents, mais qui ont inventé en quelque sorte ce qu'on appelle la kung-fu comédie, qui n'est pas à proprement parler de la comédie systématiquement, mais qui est en fait une manière de filmer les arts martiaux beaucoup plus proche de ce que ces gars-là en fait connaissaient au niveau de la. Et donc ça a complètement transformé le visage, la manière de filmer les films de kung-fu. En fait, ça a transformé le film de kung-fu à Hong Kong complètement. Ces mecs se sont mis à jouer vraiment dedans. C'est là où Jackie Chan, des mecs comme ça ont pu percer. C'est des mecs qui viennent vraiment de ce monde-là et parce que en fait dans les années 70, même encore à l'époque de Bruce Lee, c'était pas forcément des pratiquants d'arts martiaux qui étaient en tête en fait des films d'arts martiaux. T. Lung, Jimmy Wang Yu, c'était des gens qui venaient pas du monde des arts martiaux, c'était des sportifs qui avaient été entraînés pour faire des films d'arts martiaux. Mais là, c'est un peu comme si finalement le star system revenait aux mecs qui connaissaient vraiment les arts martiaux ou l'opéra de Pékin. Et donc c'est toute cette vibes de Jackie Chan, voilà. Et donc ça, c'est arrivé à la fin des années 70 avec donc Lucia Liang. Lui, c'était même en milieu des années 70 que Lucia Liang, c'est lui l'initiateur de la kung fu comédie. Et après, Sammo Hung a vraiment suivi le truc de très près. Et après, il y a eu Yuen Wuping, Jackie Chan, et puis et j'en passais des meilleurs. Il y en a eu plein d'autres. Mais là, je parle vraiment des principaux. Et donc Sammo, pour le public occidental, évidemment, c'est le flic de Shanghai. Malheureusement, parce que du coup, c'est vraiment un des plus grands réalisateurs de films de kung-fu de tous les temps, hein. C'est vraiment très important de le souligner. C'est d'ailleurs en fait ce petit bonhomme un peu grassouillet qui se bat et dont on l'a un peu vendu comme ça. Et ça a été un peu ce qui lui a fait défaut, lui, en fait, et ce qui a été très intéressant en même temps dans sa carrière, c'est qu'il y a une espèce comme ça de dichotomie entre son physique et son être intérieur. En fait, c'est quelqu'un qui est hyper dur, c'est un dur à cuire, dans la vie comme dans les films. Ouais. C'est un traditionnaliste, c'est un mec voilà, très 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 dur, hein, très 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 à l'ancienne, mais avec un physique rigolo. Donc du coup, Ouais. en fait, ça transparaît dans ses films comme quelque chose de très. Alors en fait, voilà, il y a une espèce de contradiction dans ces films qui est très particulière. Et ses premiers films de kung-fu, donc de kung-fu comédie, donc qui se situe encore dans un style de film en costume, etc. On passe en fait du rire aux larmes et de la bouffonnerie à la violence absolue, mais absolue, hein. Ça veut dire qu'il y a des viols, il y a des meurtres, il y a des combats sanglants, et en même temps, à la minute d'après, il y a une farce complètement détachée du truc, etc. C'est une espèce de. Voilà, c'est un gros bordel dans sa tête. Et donc, il avait fait pardon pour cette longue introduction, il avait fait donc quelques petits films de kung-fu, comédie, vraiment magnifiques qui est sorti chez nous sous HK Vidéo. C'était Le Moine d'Acier, son premier film, et puis Warriors 2. Mm. Et Prodigal Son, c'est la quintessence finalement. Il a été fait en 83, à une époque où le film de kung-fu en costume marche plus trop à Hong Kong et où les gens commencent à vouloir des films contemporains, principalement des comédies et des polars, et où ces mecs doivent se réinventer. Donc ils se réinventeront tous, Jackie Chan avec Police Story, Sammo avec les Lucky Stars, etc. Tout le monde essaiera de faire du kung-fu dans un mode contemporain. Mais Prodigal Son a été fait à cette période un petit peu charnière où Sammo nous livre vraiment un peu sa dernière pièce ultime du film de kung-fu. Et dans ce film, il nous dit en fait les arts martiaux, la vertu martiale, les principes confucéens, toutes ces conneries-là, c'est de la merde.
en fait, pour vaincre son adversaire, il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables, et vraiment une vision vraiment désabusée, nihiliste du kung-fu. C'est très particulier, avec deux parties distinctes. En fait, l'histoire originale, c'est toute la moquerie qu'il met, en fait, et toute l'ironie qu'il met dans son film. C'est en fait l'histoire d'un fils à papa qui s'appelle Yang Tsan, et qui en fait gagne tous ses combats, mais parce qu'en fait c'est son père qui paye qui soudoie les combattants pour qu'ils perdent face à D'accord. son fils. Donc lui, il se croit invincible, il croit que c'est le dieu de Foshan, c'est censé se passer à Foshan, qui est un peu le cœur des arts martiaux du sud en Chine. Et du coup, il tombe un jour sur un vrai gars qui décide de ne pas se faire soudoyer. Et là, il se rend compte que c'est une daube, et en fait, il est pas si bon que ça. Et il va complètement suivre ce maître qui lui a mis la pâtée. Et moi, je vous raconte pas tout le film, mais le film va vriller dans une espèce de désillusion, une quête de vengeance. Enfin voilà, c'est vraiment le film un des films les plus nihilistes que Sammo ait fait, et vraiment sur cette désillusion de la vertu martiale. J'avais parlé tout à l'heure de Lucia Liang, qui lui vraiment était un être aussi comme Sammo, très à l'ancienne, très traditionnel et tout, mais lui croyait vraiment aux vertus des arts martiaux et tout ça. Sammo, il nous avoue qu'il y croit, mais que en certaines circonstances, ça marche pas à tous les coups. C'est Ouais. quelque chose. Il est très, et ça vient vraiment de son physique, de son être. C'est cette personne qui était à la fois le grand frère de l'Opéra de Pékin, le grand frère de Jackie Chan et tout, mais qui avait un physique bizarre et un peu rigolo. Et du coup, il était un petit peu torturé. Voilà, c'est un peu des films de torturés, les films de Sammo. Et du coup, voilà, je sais pas si tu l'as, ouais, tu l'as pas vu, tu m'as dit du coup. Du tout, ouais, non, non. Alors Sammo Hung, en fait, j'ai pas mal de lacunes là grâce au podcast. C'est vrai qu'avec Seb, on revoit pas mal de HK. C'est compliqué à trouver, on va pas se mentir. Mais Ouais. quand on arrive à en choper un, on est très content. Sammo Hung, moi je connais plus la période Shanghai Express, Oui, la période quand en fait fin 80. Tu ouais, vois, enfin milieu ouais. 80, fin 80, quand il 1080. commence vraiment à exploser, et même bah, finalement en France, on commence un peu dans les vidéoclubs à découvrir ces films-là, en même temps que les films de Jackie Chan. Mais c'est vrai que après toute cette période où les films de Kung Fu mais en costume, et début 80, c'est vrai que là j'ai pas mal de lacunes. Mais non, mais c'est cool. En plus, là, si les films que tu as cités, c'est des chefs-d'œuvre, hein. Shanghai Express, Mm. c'est un chef-d'œuvre. Il a fait Eastern Condor, il a fait plein de films avec Jackie Chan aussi. Peut-être Ah que tu as oui, dû tout à voir, fait, ouais. voilà, les Lucky Star, les First Mission. Ça, Mm. c'est des tueries, hein, ces films. C'est incroyable. Là, c'était la période, effectivement, film plutôt contemporain, où Shanghai Express, c'était même un blockbuster, même. C'était un énorme blockbuster là-bas Ouais. à Hong Kong. C'est un truc extraordinaire. Mais voilà, mais je pourrais parler de ça aussi, mais là, ces films-là, les Kung Fu comédies, alors c'est pas forcément le film le plus accessible, là, le deuxième. Là, le Mm. premier et le troisième vont être plus accessibles que celui-là. Là, celui-là, c'est vraiment le plus inaccessible pour les gens qui découvrent, parce que c'est vraiment de la Kung Fu comédie, mais qui en même temps est mélangée à du Kung Fu classique, qui se Mm. confrontent. En fait, c'est parce que c'est vraiment il synthétise et il dialectise en fait la période Bruce Lee classique, et puis la période Kung Fu comédie, et dans un seul film. Donc parfois ça se rencontre, ça se percute, ça se contredit, c'est très particulier. Donc c'est pas forcément le plus accessible. Par contre, si vous aimez les bastons incroyables, parce que voilà, je l'ai pas dit, mais c'est le cœur des arts martiaux qui est pratiqué dans celui-là, c'est le Wing Chun. Mm. Et là, c'est les plus beaux. Enfin, je crois qu'il a été même cité par Donnie Yen comme étant le film de Wing Chun ultime, avec Warriors 2 de Sammo. Je crois que ces deux films, il est cité comme les meilleurs films de Wing Chun de tous les temps. D'accord, Et ces ok. deux films de Sammo. Et d'ailleurs, Prodigal Son, ça c'est vraiment pour les gens qui connaissent cette période, mais Prodigal Son, c'est une sorte de préquel de Warriors 2, dans le sens où c'est en fait dans Warriors 2, on retrouve le même personnage, donc de Liang San, qui est là interprété par Yuen Biao dans Prodigal Son. Il est interprété par un acteur plus vieux dans Warriors 2, parce que c'est censé être une préquelle. Enfin, c'est censé être le même Mm. personnage en tout cas. Et voilà, Yuen Biao, formidable, hein, c'est un des plus beaux rôles de Yuen Biao.
Moi, voilà, on n'en parle pas assez. Jackie Chan, Sammo Hung et Yuen Biao, hein, c'est très très important Ouais. d'en parler. Parce que nous, on le voit comme le comparse et tout, mais c'est vraiment une star en Asie, particulièrement au Japon, mais même à Hong Kong. Enfin, c'est un dieu vivant. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des films en tant que premier rôle et tout. Donc là, il est incroyable. Dans le rôle de son maître, on retrouve Lam Chi-ying, qui était le Mister Vampire, hein, des films de Ghost Kung Fu Ouais. Comedy pour les connaisseurs. C'était un des grands potes de Sammo qui jouait dans tous ses films et tout, donc il est extraordinaire. Il y a Sammo lui-même qui joue un rôle aussi dans le film, qui joue le rôle d'un vieux maître un peu pourri, un peu pervers. Parce que Sammo, en fait, à cette époque-là, il avait un peu le cul entre deux chaises. Il savait pas s'il devait jouer des héros, des vieux maîtres, des sidekicks un peu rigolos. Il a un peu tout tourné à cette époque-là. Mm. Et il a vite compris qu'en fait, c'était plus. Parce qu'il n'a pas vraiment cartonné Sammo en fait, en tant qu'acteur à Hong Kong. En fait, c'est plutôt en tant que Ouais, réalisateur et en tant que c'est vrai. chorégraphe qu'il est respecté. Mais en tant qu'acteur, en fait, les gens il n'a jamais vraiment su comment se situer trop. Il a fait un peu de tout. Il a fait des trucs sérieux, pas sérieux. Il s'est un peu cherché. Des fois, il faisait des seconds rôles complets, y compris dans ses propres films. Enfin, il se focalisait pas forcément toujours sur le même rôle, le même type de rôle. Mais voilà, c'est très intéressant. Prodigal Son, c'est sorti en France, chez nous, chez Metropolitan aussi, chez HK Vidéo, dans le coffret, c'était le coffret. C'était les arts martiaux au cinéma, je me rappelle plus. C'était un coffret spécial comme ça avec en diptyque dans le coffret. Ah oui, Et il y avait ouais, ouais. Miracle Fighter dedans. Ah, c'était pas les coffrets et les films de kung-fu? Ouais, Qui étaient en deux parties? c'est ça, c'est ça. Et donc c'était le volume 3, je crois que c'était le volume 3 ou 2, je sais plus. Mais enfin bref, en tout cas, il est trouvable en DVD ou alors en import, encore une fois, nos amis anglais, américains Ouais. extra-européens ou européens le sortent dans des très bonnes qualités là. C'est parfaitement trouvable. Donc voilà, c'est très intéressant et il y a aussi un parti pris visuel aussi au niveau du film, c'est que le film se déroule en deux actes bien distincts, comparé aux fameux trois actes qu'il y a toujours dans les films. Là, c'est vraiment deux parties bien distinctes. La première partie qui est vraiment de la kung-fu comédie, où on se marre et tout, et où le combat final de cet acte est tourné dans un opéra. Donc c'est vraiment le côté spectacle, c'est très symbolique, il y a beaucoup de symbolique, hein, de symbolisme et tout, c'est très très beau. Hein. Les films de Sammo, il y a toujours de la réflexion et tout, c'est très très bien foutu. C'est parfois des trucs un peu où il fourre un peu n'importe quoi, mais en même temps, des fois par miracle, il y a une espèce de truc comme ça qui ressort, et là, ça en fait partie. Et dans la deuxième partie, le combat final se termine dans une espèce d'arène antique, un peu. Donc là, la deuxième partie est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus nihiliste, beaucoup plus noire, et beaucoup plus désabusée, en fait. Parce qu'en fait, à la fin, on a une espèce de sensation un peu amère. On se dit, ouais, il a battu son adversaire, mais est-ce qu'il le méritait vraiment? Est-ce que c'était vraiment lui le plus fort? Et en fait, la fin est un peu amère. Elle te dit, ouais, finalement, c'est pas un truc de valeureux guerrier chinois, là. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans un truc un peu avec une amertume, un espèce de manque de respect. Il y a un truc un peu comme ça, un peu bizarre. Mais je pense que ça vient vraiment de la vie propre de Sammo, qui a eu une vie particulière, et qui a eu un parcours compliqué, et qui est un être un peu torturé. Et du coup, voilà, mais c'est une filmographie super intéressante pour moi il est considéré comme le chef-d'œuvre de Sammo, hein, de toute sa filmo, donc moi je voulais quand même et c'est le plus grand film de kung-fu des années 80. Je baise mes mots. Ok, bah écoute, je prends note et là tu m'as donné envie de le voir. Je t'avouerais que le film de Samung que j'ai vu, il était jeune. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un film de John Woo dans lequel Jackie Chan joue un petit rôle et Samung joue un méchant, il me semble. Ouais, en fait c'est Hand of Death de Sammo, ouais, de Ouais, c'est ça, ouais, 75. tout à fait, ouais. Et qui est un super film, film que Ouais. j'adore, qui se situe justement entre cette période kung-fu classique. C'est encore du kung-fu classique, mais tu vois, ça commence à être ces mecs, parce que en fait c'est Sammo à la chorégraphie et Jackie Chan aux cascades, qui s'occupe de toutes les cascades. Et Jackie Chan a même un second rôle même dedans. Il a un rôle important dans Ouais. Hand of Death. Et c'est le moment où ces mecs-là, qui viennent des arts martiaux, commencent à s'emparer progressivement, tu vois, Ouais. du star system, quoi. Il commence à arriver, et Jackie Chan va arriver un peu après, parce que lui, il va avoir un parcours un peu en dents de scie, et il va exploser littéralement dans les années 80, mais dès les années 70, voilà, Sammo et tout ça, ils commencent à insuffler de leur savoir-faire dans le kung-fu classique.
Donc c'est important que tu l'aies cité celui-là en Dev Dev carrément parce que c'est un film charnière un peu en fait. Ouais et puis même, il est, je trouve que même visuellement, enfin, HK Video avait fait un super travail dessus, donc visuellement, en fait, il est vraiment, vraiment bien. Les chorégraphies sont vraiment, vraiment belles et vraiment bien cadrées et non, j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce film, et en plus, il était violent et ça, Ouais, ouais. j'étais pas forcément prêt, à voir ça au départ, je m'attendais, à un film, tu vois, avec les combattants qui volent et autres et en fait, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit: «Waouh! OK». En plus, c'est John Woo, je me suis dit: «Bon, bah, d'accord, déjà, il a posé les bases, mais en plus, il y a un casting derrière qui est assez impressionnant et chorégraphie aussi» et bon, franchement, c'est un film à voir, déjà pour le réalisateur, mais aussi pour les acteurs, quoi. Carrément, carrément. Et puis John Woo est un immense réal, même à l'époque où il n'avait pas encore réalisé ses chefs-d'œuvre, même ses petits films de kung-fu, c'était déjà, on avait déjà la marque d'un grand réalisateur, quoi. Mmh. Ah, je suis bien d'accord. Écoute, là, second film, OK, bah, je prends note, vraiment cool et alors le troisième film? Alors le troisième film, je vais revenir un peu à du mainstream, là je vais pas être très original parce que en fait je me suis dit est-ce que je parle de mon deuxième préféré ou de mon premier préféré? Et je vais parler de celui que je préfère parce que même si je voulais mettre le deuxième en avant, Mmh. qui est quand même un film très important des années 90. En fait j'ai voulu vraiment faire par décennie. Parce que Ouais? pour moi, les années 70, 80, 90, c'est la grande, Ah bah, oui, c'est les 30 glorieuses du cinéma d'arts martiaux je suis d'accord. hongkongais. Même dans le cinéma américain ou occidental, vous pouvez trouver des trucs chouettes dans cette période aussi. Mmh. Mais je trouve qu'après, à partir des années 2000, il y a encore Donnie Yen, il Compliqué. y a encore Wu Jing, il y a plein de trucs super. Hein, moi, je Mmh. renie pas. Mais c'est vrai que c'est des films que je revois un petit peu moins. Tu vois, Mmh. voilà, c'est pas ma période forcément la golden age, comme on dit, c'est pas l'âge d'or. De toute façon, c'est pas l'âge d'or du cinéma de Hong Kong après 2000. Vraiment 70, 80, 90, vous allez trouver un nombre incalculable de chefs-d'œuvre dans tout un tas de domaines. Mais là, principalement dans le domaine des arts martiaux, c'est clair et net. Mais pour moi, voilà, celui qui symbolise le chef-d'œuvre ultime, parce que j'étais obligé d'en parler, et vous en avez déjà parlé dans votre émission. Et, Ah! j'étais très heureux de ça. Et donc c'est Drunken Master 2. Ah, trop Euh, cool. voilà, je suis pas très original sur ce coup-là. Si vous voulez, mon top 3 des années 90, c'est Drunken Master 2, Opération Scorpio et Fist of Legend. Opération Scorpio de Lu Xiaoliang, enfin voilà, Ouais. et Fist of Legend de Yuen Woo-ping, Gordon Chan et Jet Li. Mais je pouvais pas ne pas mettre Drunken Master 2 dans mon top 3, c'était impossible. Enfin, il y a beaucoup de trucs à dire qui sont super cool. Je sais que enfin, tu le connais bien, t'en as parlé Ouais. l'autre fois et tout, donc c'est cool aussi. Faut pas perdre les gens avec parce que si je leur avais parlé d'Opération Scorpio, je les aurais perdus. Mais Opération Scorpio, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler un jour sur une autre émission, mais en tout cas, chef-d'œuvre absolu. Mais là, dans Dungeon Master 2, donc il y a un rapport avec Opération Scorpio, puisque c'est réalisé à la fois c'est officiellement réalisé par Liu Xiaoliang, Mmh. dont je vous ai parlé un petit peu après, qui a carrément inventé la Kung Fu comédie et Jackie Chan. Et au départ, c'était vraiment un film officiellement réalisé par Liu Xiaoliang. Hein. Ce n'est qu'en fait, au fur et à mesure du tournage, que Jackie Chan, comme à son habitude, puisqu'il était surpuissant, c'est comment dire, c'est emparé en fait du processus Ouais. du tournage en fait, mais comme il faisait en fait à chaque fois. Et il avait du mal. En fait, les années 90 pour Jackie Chan, c'est un peu particulier parce qu'il n'avait plus le droit de réaliser. En fait, on lui avait interdit de réaliser parce qu'il dépassait systématiquement les budgets. Opération Condor, après Opération Condor, en fait, ils lui ont dit, il y a eu Big Brother, il y a eu Opération Condor, ils ont dit après Opération Condor, c'est fini. Là, tu dépenses beaucoup trop d'argent, tu es beaucoup trop grand pour Hong Kong, là. C'est trop, là, en fait. Tu passes trop de temps à tourner, tu mets trop d'argent dans tes trucs. Là, je sais pas si tu as vu Opération Condor, mais je pense que tu l'as vu, mais Oui, oui, c'est. bah, ouais. Pour moi, c'est même s'il y a il y a d'autres films qui suivent derrière, mais Mister Dynamite et Opération Condor, ça reste des même si je suis un peu moins fan d'Opération Condor, Ouais, ouais, moi aussi, ouais, pareil, pour pareil. plusieurs raisons, mais comment dire? Mister Dynamite reste énorme et en le moins d'un doute, Big Brother avait été un échec aussi à Hong Kong. Non, non, ça avait pas été un échec, mais ça avait été des films qui avaient
en fait, qui avait coûté trop cher par rapport à ce qu'ils Ouais. ont. Après, oui, ça a pas été. Je crois que ça a pas été effectivement des cartons atomiques. Je crois. Mmh. Je crois que ça a bien marché dans mon souvenir, mais surtout, ils dépensaient trop d'argent Ouais. même si je crois qu'Opération Condor a dû mieux marcher. Mais alors après, alors moi, les box-office, Ouais. ça date un peu, donc faudrait que je me remette, je rebûche dessus. Mais oui, oui, effectivement, en tout cas, c'était trop de dépenses pour le cinéma de Hong Kong. C'était clair et net. Donc à partir des années 90, en fait, ils lui ont dit, tu vas toujours être le mec qui va être le maître à bord, mais on va te mettre un réalisateur. Et on va te mettre un mec qui va quand même. Alors, c'est très intéressant les années 90, début 90 de Jackie Chan, parce qu'il va finalement travailler avec plein de gens différents. Il va quand même Ouais. faire un polar avec Kurt Kong, une Ouais. comédie poète-poète avec Wong Jing, un super film, un classique du film de Kung Fu avec Liu Chiang. Donc, et à chaque fois, il va quand même s'emparer des tournages systématiquement pour le Crime Story, donc le film de Kurt Kong. Il va virer Kurt Kong, il va tourner une scène de combat à la fin parce que le film n'était pas assez léger. Le film était trop noir en fait. Et Ah Kurt mais Kong, c'est c'est fou. un voilà. C'est fou parce que on en parlera de Crime Story parce que pour moi ça c'est un de mes films préférés. Ouais. Même si je suis quand même assez déçu de voir que, il met quand même un peu de comédie et que tu sens qu'à un moment donné, Kurt Kong n'est plus aux manettes et c'est Jackie Mmh. Chan. Là, tu le vois parce que c'est la coupe de cheveux qui change, donc tu vois qu'il y a du Ouais, re-shootage derrière. non, bien Mais, sûr. je trouve dommage parce que Jackie Chan, il sait très bien où il va. Il a quand même signé à une catégorie 3. Il sait très bien que c'est un crime story, c'est Kurt Wong. On est sur un gros polar. Et je comprends pas le fait d'arriver, de dire bah non, j'ai envie de mettre un peu de légèreté. J'ai vraiment trouvé ça dommage. Bah, moi, ça se comprend, hein. C'est vraiment c'est sa personnalité qui gagne par-dessus tout. Ouais. C'est impossible de le. Et en fait, il a fait déjà beaucoup de compromis, Jackie Chan l'a vite fait sur Crime Story, c'est-à-dire Ouais. que même au niveau de son jeu d'acteur, Kurt Kong lui disait tu surjoues, tu surjoues trop là, et donc il lui disait joue moins, joue moins, joue moins, baisse en intensité. Et au bout d'un moment, Jackie Chan lui dit oui, mais là je suis monolithique, je fais rien. Il dit oui, mais c'est ça en fait. Je veux que ça passe par ton regard, je veux que tu fasses un minimum de trucs. Malgré tout, Crime Story, ça reste quand même un film de Kurt Kong, je trouve. Ah Et oui, par Jackie contre, Chan l'a pas trop bousillé. Il a effectivement fait cette scène à la fin, mais en fait, je trouve que ça parasite pas trop le truc. Mais le film devait être beaucoup plus violent, en fait. Là où tu as raison, par ouais. contre, c'est vrai que ça devait être un catégorie 3, effectivement, Mmh. je crois, ouais, ou en tout cas un catégorie 2B ou quelque chose comme ça. Un truc, il y a toute la fin qui est hachée. Il y a plein de scènes qui manquent. Il y a plein de scènes, Kurt Kong a mis plein de scènes de Huck. Et Jackie Chan a tout coupé, mais un peu comme ce qu'il avait fait avec le The Protector, là, le retour du chinois de James Gleeson Ouais. aussi. Un peu ça. Mais là, ça, c'était plutôt bienvenu. Mais oui, c'est vrai que Crime Story, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même un film de Kurt Kong. Et puis pareil pour Nicky Larson de Wong Jing. Wong Jing a pratiquement pas mis les pieds sur le tournage. Et malgré tout, ça reste quand même un film de Wong Jing. Mais parce que Wong Jing, il a ses acteurs, il a ses décors, il a son montage, il a son cut, il a ses musiques, il a tout. Et donc, du coup, c'est lui qui a le cut final. Mais c'est vrai que la mise en scène, c'est Jackie Chan qui l'a fait de Nicky Mmh. Larson. Alors que c'est plus un Wong Jing qu'un Jackie Chan finalement. Donc, c'est quand même une période intéressante où ça donne quand même des films intéressants. Mais effectivement, c'est la confrontation entre deux grosses personnalités. Il a fait aussi un film avec Tsui Hark, par exemple, Oui, Twin Dragons, ouais, exact. qui là, qui a l'air de s'être plutôt bien passé, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir eu de friction sur celui-là. Alors, ça a l'air d'être. C'était un film Nouvel An chinois, qu'ils avaient fait bénévolement pour la guilde des réalisateurs à Hong Kong. C'était un film qu'ils avaient tourné gratuitement pour ça. Et du coup, c'était un esprit un peu bon enfant, donc peut-être qu'ils mettaient pas beaucoup d'ambition dans le truc et que ça s'est bien passé. C'est un film un peu choral, Twin Dragon, mais c'est un super film. C'est un super film. Oui, exact. C'est génial. Et pareil, Duncan Master 2, il l'avait fait sans trop de pression non plus, pour revenir excusez-nous, hein, sur Duncan Master, excusez-moi, sur Duncan Master 2. Mais en fait, celui-là, ils l'ont tourné pour la Stuntman, là, la Hong Kong Stuntman Association, pour leur renflouer les caisses de l'association des Mmh. cascadeurs de Hong Kong, en fait. Donc, pareil, je crois que ça a été tourné aussi. Enfin, soit gratuit, soit bénévolement, soit ils ont baissé les cachets à fond pour tourner ça ensemble. Donc c'était pareil, un film un peu du Nouvel An pour la bonne cause, quoi, pour le Ouais, cinéma. ouais. Donc ça partait un peu comme ça.
Et donc ça a été tourné en Chine, dans le sud de la Chine, je crois, enfin une partie. Donc truc un peu ambitieux. On sent quand même sur le tournage, en voyant le making of, que Jackie Chan est aussi, est autant le réalisateur que Lucia Liang, mais ça c'est pas étonnant. Enfin, il donne quand même vraiment les directives et tout. Mais on retrouve quand même pareil, quand on connaît Lucia Liang et qu'on est fan de Lucia Liang, on retrouve beaucoup de Lucia Liang dans le film. Parce qu'en fait, ce film, en fait, c'est un film de spectaculaire, c'est un film de kung-fu qui reprend les grandes figures. Et il y a le film de Tsui Hark qui était passé par là, donc il était une fois en Chine, Ouais. qui avait un peu changé la donne, qui avait relancé la mode du film de kung-fu, du coup, parce que ça marchait plus, comme on l'a dit, dans les années 80. Et là, ça avait relancé la mode, et donc on retrouve des espèces de trames scénaristiques, cette espèce de, voilà, tout le truc un peu anticolonialiste, avec les Chinois qui doivent récupérer leurs trésors nationaux. Il y a plein de... Le fond du film est très empreint de, voilà, du respect de la culture chinoise et tout ça. Donc là, je pense que les deux, Lucia Liang et Jackie Chan, se sont mis d'accord, et je pense qu'ils allaient dans la même direction au niveau de ce que le film raconte dans le fond. Je pense Ouais. que là-dessus, c'était des mecs, c'est des mecs un peu traditionnalistes et tout, qui voulaient mettre ça en avant. C'est pas une histoire incroyable, ça, on l'a vu 1000 fois et tout. Là où ils se sont disputés, c'est sur l'aspect, en fait, c'est le cœur du film, c'est le filmage des combats, en fait, et la Ouais, manière de exact, filmer ouais. les combats. Et moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris un peu à droite à gauche, c'est qu'en fait, déjà, on constate que Lucia Liang, c'est quelqu'un qui filme radicalement différent de Jackie Chan au niveau des combats. Et pour Lucia Liang, en fait, le combat, la manière de filmer les arts martiaux, ça doit être très respectueux. Ça ne doit pas utiliser beaucoup d'artifices de cinéma. En tout cas, le moins possible. Les inserts, les trucs typiques du cinéma de Hong Kong, hein, le fait de dynamiser telle ou telle scène, etc. Lui, il voulait vraiment filmer la pureté des arts martiaux au cinéma, en laissant tourner le plus longtemps possible et en laissant les échanges les plus longs possibles. D'ailleurs, au début de Drunken Master 2, je sais pas, tu te souviens de la fameuse, le combat qu'ils ont tous les deux sous le train, là, lui Ouais, avec la lampe, exact, ouais, l'autre ouais, avec le tout à fait, sabre. ouais. C'est un miracle, cette scène, parce que c'est à la fois, je retrouve du Lucia Liang au niveau de la manière de laisser, en fait, les arts martiaux respirer à l'intérieur des plans, et en même Ouais. temps la virtuosité, parce qu'en fait, ce que fait Jackie Chan, c'est là où c'est un génie, en fait, c'est la rythmique. Lucia Liang, Ouais. c'est vraiment le fait de laisser respirer, et Jackie Chan, c'est la rythmique. Et dans cette scène-là, mais tu te dis, et en plus, c'est les deux qui combattent, quoi. Ils représentent ces deux courants et ils combattent tous les deux. Donc c'est assez incroyable de les voir devant la caméra et en même temps derrière. Enfin, c'est un bijou, ce film, parce que en fait, ça synthétise leurs deux styles et ça l'harmonise complètement. C'est-à-dire qu'en fait, tu te Ouais. dis pas c'est l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps qui font une espèce de joute comme ça. Ils s'affrontent à la fois dans leur mise en scène, dans leur chorégraphie, et en même temps, ça, c'est super organique, c'est génial, quoi. Et du coup, tu retrouves, voilà, ça laisse respirer le fight, et en même temps, tu as la rythmique incroyable, les bruitages, les machins de Jackie, typiques et tout. Donc ça fait et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, en fait, parce que ça réunit deux des plus grands chorégraphes du cinéma d'arts martiaux de tous les temps. Mais ça aurait pu très bien ne pas marcher. Là, parce que vu les caractères des deux et la manière dont ils voyaient les choses, et d'ailleurs ça s'est gâté au fur et à mesure du tournage, parce qu'en fait, Jackie Chan a de plus en plus pris le pas sur le truc. Et Liu Xiaoliang, qui était un mec un peu à l'ancienne, un peu rancunier et tout, il commençait à se venger à l'intérieur de il se disait, bah non, bah, je vais faire l'inverse de ce que Jackie Chan me dit de faire. Et lui, il voulait tirer le film de l'autre côté. Puis au bout d'un moment, Jackie Chan, qui était le patron, a dit, vous savez quoi, avec tout le respect qu'on doit pour Liu Xiaoliang, moi, on le vire. On laisse son nom à l'affiche parce que c'est l'ancien, on respecte les maîtres, hein, c'est chinois, tout ça, tu sais comment ça marche. Mais en même temps, je crois qu'il a tourné tout le combat de la fin. Je crois que le combat de la fin, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Alors, c'est du Jackie pur jus. Là, on est vraiment dans du Jackie pur jus, mais c'est extraordinaire. Le combat de fin, il est mortel. Mais c'est vrai que en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils étaient en parfaite harmonie. Au fur et à mesure, en fait, Jackie Chan, je crois, a repris les commandes de la réal et l'a remis simplement à Liu Xiaoliang en tant que chorégraphe. Et jusqu'à cette magnifique scène là de l'assaut du restaurant là par le gang des haches, magnifique, qui est une maestria de mise en scène et là qui est vraiment pareil, qui est propre à leurs deux styles. On retrouve vraiment du Liu Xiaoliang
et notamment ce qu'il avait fait avec le boxeur de Frank Chantung, là, le justicier de Shanghai à la fin et tout ça. Enfin, il y a des trucs comme ça qu'on retrouve de Lucia Liang. Et en même temps, je trouve qu'on retrouve aussi une rythmique et tout le travail de cascade de Jackie Chan, de ses cascadeurs et tout, qui est incroyable. Et puis à la fin, eh ben, Jackie Chan reprend vraiment les rênes. Et là, c'est un pur film de Jackie Chan. Mais encore une fois, voilà, ça reste. Enfin, il y a un truc organique qui se passe qui est un miracle. Ce film est un miracle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi je pense que Bah c'est. moi, si, bah écoute, comme je l'avais dit, hein, pour moi c'est un des premiers Jackie Chan que j'ai découvert. Mhm. C'est peut-être Ah, pareil. le Jackie Chan qui est, comment dire, pour commencer en tout cas, Mhm. c'est une bonne introduction parce qu'il y a tout. Il y a à la fois du drame, hein, ce dont on parlait, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on peut avoir de la comédie, de la grosse comédie, puis d'un seul coup en fait on a eu du drame du moment où il va commencer à boire et va se faire laminer par les ennemis. C'est là qu'on voit la faiblesse du héros aussi et que bah, finalement en fait il n'est pas forcément bah, le héros a ses faiblesses. Euh, Après, c'est vrai que c'est un film de par sa musique, de par ses combats. Le combat final, il dure 10 minutes. Enfin, c'est même un peu plus, je crois, mais c'est complètement Plus, ouais. fou. Ouais. C'est complètement fou. Il va se battre contre des artistes martiaux, mais juste magnifiques. C'est au millimètre près. D'ailleurs, le bêtisier final où enfin c'est le making of où il Ouais. montre vraiment les cascades et autres. Les trois quarts du making of se déroulent vraiment sur ce comment dire sur ce combat-là, sur cette scène finale. Je trouve ça vraiment vraiment cool. C'est pour moi c'est un ouais ça reste un Jackie Chan de haute qualité. C'est moi je sais que à chaque fois que je croise quelqu'un, on parle de Jackie Chan, bien sûr je lui conseille Combat de Maître parce que pour moi c'est un super film, c'est un super Jackie Chan. Même s'il n'est pas parfait parce qu'il y a, il y a aussi des petites moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais vu en version originale, j'ai toujours vu en VF, donc déjà la Ah, VF en fait écoute ouais, pas ouais. mal. Elle est horrible. Elle est horrible, la VF. Elle est horrible. Mais bon, voilà, il y a Anita Mui qui est pour moi, enfin bon, c'est le Syndicat du Crime 3 quoi. Enfin voilà, Mhm. c'est une super actrice. Et puis aussi, alors j'oublie son nom, mais ah Minus. mince, l'acteur qui joue dans Syndicat du Crime 1 et 2. Oui, c'est Et T-Lung, voilà, Dylan, voilà. ouais, qui est une légende du cinéma d'arts martiaux des années Ah ouais, 70. tout à fait. Et non, non, ça reste un très bon Jackie Chan. Et moi, j'aurais une question à te poser, parce qu'on en avait rapidement parlé, tu m'avais envoyé en DM. Mhm. On en a parlé dans notre émission. Il y a un Drunken Master 3. Et j'étais persuadé Oui. qu'en fait, ça n'avait strictement rien à voir avec finalement Drunken Master 2 ou même Drunken Master 1. Et tu m'avais dit qu'il y avait quand même un lien entre Mhm. Drunken Master 3 et les autres films. En En tout cas, fait, avec Drunken Master 2. ouais, 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 oui, oui. En fait, comment dire, Drunken Master 2, en fait, c'est pas vraiment une suite de Drunken Master 1 Ouais. déjà. Dans le sens, enfin, comment dire. En fait, tu reprends le même personnage du Wong Fei-yong, parce que pareil, on n'a pas parlé, Ouais. c'est Wong Fei-yong, c'est un des grands héros légendaires du folklore chinois, qui a apparemment existé. Et donc, il y a eu pêle-mêle de films dans les années 50 interprétés par Kwon King et tout ça. Enfin bref, ça c'est Ouais. encore autre chose, mais c'est vraiment une figure emblématique. Et là, Jackie Chan l'interprétait jeune dans Drunken Master 1. Ouais. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le premier à le faire. Le Jackie Chan et Yuen Woo-ping ne seront pas les premiers à le faire. En fait, le premier à le faire, à introduire Wong Fei-yong John, ça sera Liu Xiaoliang Mmh. dans un film qui s'appellera Le Combat des Maîtres. C'est un autre, mais c'est un film des années Mmh. fin 70, avec Gordon Liu, donc Oui, OK. le frère de Lu Xiaoliang, qui joue dans la 36e chambre de Shaolin et tout ça. Et donc, c'est vraiment Lu Xiaoliang qui a intégré le personnage de Wong Fei-yong jeune, qui l'a rajeuni, en fait. Et donc, dans Drunken Master 2, d'ailleurs, c'est un petit peu ridicule parce que Jackie Chan est à 40 piges et il joue vraiment un ado de 16, 17 ans. Donc, ça, C'est ça. c'était vraiment la limite où il pouvait le faire, hein. Voilà. Il pouvait ne le faire parce qu'à 40 ans, il était encore bien, bien, bien frais. D'ailleurs, dans le film, vous verrez,
il est très frais. Et donc dans le 3, on retrouve le personnage de Wong Fei-hung et de son père, qui sont interprétés par D'accord. d'autres acteurs. En fait, le rôle du père, il est repris par Adam Chung, je crois, qui jouait dans Zoo, qui était le héros de Zoo, enfin un des héros avec Yuen Biao, tout ça. Et le Wong Fei-hung est interprété par Willie Chi. Alors Willie Chi, c'est un acteur qui jouait dans Le Temple du Lotus Rouge de Ringo Lam, qui est sorti chez Ouais, nous aussi, où là il interprétait du coup Fong Sai-hook, qui est ouais, une autre légende Shaolin du folklore chinois, et qui est toujours Fong Sai-hook et Wong Fei-hung, c'est les deux héros les plus emblématiques. Et donc Willie Chi, il a fait à la fois Fong Sai-hook, où là ça a été un super film, par contre, Temple du Lotus Rouge c'est mortel, et il a fait malheureusement Wong Fei-hung dans Gun Master 3, qui est pas terrible, qui a plein de défauts, qui est un film de toute façon qui a été fait pour des mauvaises raisons, puisque c'était une espèce de revanche que voulait ouais. prendre Liu Xiaoliang en disant non mais de toute façon dans Gun Master, Wong Fei-hung, ça c'est mes films à moi au départ. Donc c'était à moi de faire le truc, etc. Et je peux comprendre l'énervement, mais le problème c'est que ouais, le film est bien boiteux, et il y a des super trucs, hein, parce que Liu Xiaoliang, même s'il y a ça reste un réalisateur où c'est un des plus grands, hein. S'il y a un réalisateur de films d'arts martiaux, là j'ai cité Sammo, on a parlé de plein de gens. Ouais, Liu Xiaoliang, c'est vraiment objectivement, et moi pourtant c'est pas ce que je préfère le plus. Alors, c'est pas mon style de prédilection, moi c'est plutôt Sammo, peut-être que je dirais, peut-être maintenant avec le recul, même si je suis complètement fasciné par Jackie Chan et c'est mon idole. Mais Liu Xiaoliang, objectivement, c'est le plus intéressant de tous, parce que ouais, il a inventé un truc, une manière de filmer et un respect des arts martiaux qui est inégalable. Et malheureusement, il va pas passer en fait, il va pas passer le cap des années 80, où il faut inclure les arts martiaux dans un truc beaucoup plus contemporain, en faisant des comédies ou des trucs un peu populaires. Il va pas prendre ce virage. Et dans Codemaster 2, ça sera vraiment son ultime chef-d'œuvre. Et il y est pour beaucoup. Il y est vraiment pour ouais. beaucoup. Mais dans Codemaster 3, effectivement, film intéressant pour les complétistes, les collectionneurs et les gens qui veulent un peu explorer l'univers, mais très bancal. Alors, il y a des acteurs mythiques, hein, dedans, hein. En fait, c'est Andy Lau qui a le premier rôle, Ouais, qui reprend pas d'ailleurs son rôle on le voit dans le deuxième. Il oui, fait une petite ouais. apparition dans le deuxième qui est assez cool. Je pensais qu'il reprenait son rôle, mais en fait pas du tout, c'est un autre rôle. Mais c'est souvent le cas à Hong Kong, en fait, c'est des fausses suites souvent qu'ils font. Et il y a Simon Yam aussi qui fait une espèce de Ouais. combattant homosexuel complètement chelou avec une canne à un moment, mais une scène what the fuck complète. Tu te dis mais c'est Samonium en même temps. Ouais, Simon Yam, acteur Ouais. caméléon, acteur formidable. Mais là, tu te Full dis, qu'est-ce qu'il contact. fait là-dedans? Ah bah oui, chef-d'œuvre absolu. À Full Contact, là, tu me fais plaisir, hein. Moi, c'est un de mes films préférés. Non, mais voilà, c'est Simon Yam, mais voilà, il est là-dedans. Alors pareil, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Tu sais pas. Mmh. Il y a une scène, je te dis, où il fait une espèce de combattant homosexuel avec une canne, complètement ridicule. Enfin, c'est n'importe quoi. T'as Gordon Liu qui fait un méchant complètement caricatural aussi, mais ça, c'était un peu le classique à l'époque. Il faisait beaucoup de rôles de méchants, Gordon Ouais. Liu, après, dans sa carrière. Après, il y a des super moments. À un moment donné, il y a Liu Xiaoliang revient dans le film, d'ailleurs. C'est le vrai maître, en fait, de la boxe de l'homme ivre, quoi. Il revient, il réinvestit Ouais. son rôle, mais en jouant pas le même rôle que dans le deuxième, etc. C'est un maître qu'enseigne la boxe ivre pas à Wong Fei-hung, du coup, mais au personnage d'Andy Lau, je crois. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est Andy Lau qui a le premier rôle et c'est pas le personnage de Wong Fei-hung qui a le premier. Enfin, c'est un peu compliqué. Et à un moment donné, il apprend les arts martiaux. En fait, il lui fait apprendre les arts martiaux sur un toit en pente, quoi. Et donc, il lui apprend à se battre sur un toit, mais tu vois, voilà, je peux pas le faire parce qu'on est en audio, mais comme un Dahu, quoi, tu vois, en mode D'accord, OK, ouais, je comprends, avec ouais. un toit. Et bon, ça, c'est un truc que tu verras pas dans d'autres films, que tu te dis, mais il y a que pour faire des trucs pareils. Et ça, c'est assez original. Moi, ça m'avait marqué, cet entraînement-là. Il y a la fameuse scène d'entraînement, le héros qui apprend une nouvelle technique. Voilà, c'est un petit classique, hein. L'histoire est classique et tout. Mais bon, malheureusement, ouais, c'est pas. Mais c'est un truc officiel, hein, qui fait partie de la saga. Apparemment, c'est Zukuen 3. En titre chinois, c'est pareil, je crois que c'est la même chose, hein. Donc voilà, c'est un truc officiel, quoi. D'accord, OK. Bah, écoute, alors je sais pas si il me semble pas qu'il soit sorti en France. Je crois que Ah non, non, sûr que non. ouais, ouais, Non, en ouais, France, ouais. non, c'est jamais sorti. Mm. Donc bon, peut-être un jour, hein, avec, je vois que Spectrum, sort pas mal de petites pépites. Je crois qu'il y a aussi, HK qui recommence un peu Ouais, ouais, avec, ouais. certains Blu-ray, notamment, Iron Monkeys, Ouais, et puis que j'ai Zoo récupéré là. bientôt. Ah, Oui, cool. ouais, ouais. Zoo, Ouais, 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 je me suis noté celui-là. Je veux pas le carrément. louper.
Donc j'espère que voilà, petit à petit, ils vont ressortir des films. On en a parlé rapidement avec un autre invité, Creepers, de VHS et Canapé. Et c'est vrai que on parlait que on aurait bien aimé que des films comme Full Contact, des films comme même de la catégorie 3, on a eu Ebola Syndrome qui est sorti à un moment donné chez Spectrum. On aimerait bien Oui, que oui. certains catégories 3 sortent aussi en Blu-ray. Soit chez HK ou sur après Spectrum, parce que ça serait bien de redécouvrir, de découvrir et puis même de redécouvrir certaines œuvres. Donc, parce que c'est vrai que le cinéma HK, il y a eu cette vague dans les années 2000 avec la sortie des DVD, notamment The Killer, le Syndicat du crime, à toute épreuve, puis d'autres films, Full Contact et autres. Et puis il y a j'ai l'impression que en France, il y a une baisse parce que à un moment donné, c'est devenu un peu inaccessible et ça revient petit à petit maintenant. Mais alors je sais Ouais, pas pourquoi. ouais, le cinéma de Hong Kong est un peu maudit parce Mmh. que en fait, il est arrivé à l'époque dans la vague tu sais, des années 2000. Enfin, il y a Ouais, eu plusieurs vagues en fait. Il y a eu la vague Bruce Lee, après il y avait la vague Jackie Chan, John Woo dans les années 80 que moi j'ai pas connu, hein. Moi j'ai connu la vague début 2000, HK vidéo, ouais, l'arrivée du cinéma asiatique, du cinéma coréen, thaïlandais, le renouveau du cinéma japonais, le film d'animation, le cinéma chinois, parce qu'en fait, quand le cinéma de Hong Kong est arrivé chez nous, on le présentait comme un cinéma chinois, ce qu'il est, hein, mais ouais, c'est bien un sûr. type, c'est un truc un peu différent parce que ça a été quand même une colonie. Enfin, c'est un truc un peu, ça a une particularité un peu différente du cinéma du continent. Il y a plusieurs cinémas chinois. Il y a le cinéma de Chine continentale, de Hong Kong, Ouais, de Taïwan et même de Singapour. Et tout ça, c'est considéré comme du cinéma chinois. Et pourtant, c'est pas tout à fait dans les mêmes styles et tout. Mais à l'époque, c'était vendu comme du cinéma chinois. Il y avait Tigre et Dragon, il y avait tout ça. Donc en fait, les gens ont reçu ça comme du cinéma chinois. Donc c'est difficile d'expliquer que c'est du cinéma typiquement hongkongais, que c'est Jackie Chan, que c'est Bruce Lee, et remettre un peu tout ça en perspective. C'est ce que j'essaie de faire à travers ma chaîne et tout. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est un cinéma un peu maudit. Et puis la Corée a pris le dessus aussi. ouais, Artistiquement sur le cinéma exact. chinois en règle générale. Le Japon marche toujours au niveau des films d'animation. Même l'Inde en ce moment est en train d'arriver. Il y a des films indiens qui sont super intéressants, qui sortent beaucoup, alors sur Paris et tout, mais il y a une petite hype aussi autour du cinéma indien. Mais c'est vrai que le cinéma de Hong Kong et ou le cinéma chinois s'est toujours retrouvé un petit peu maudit par rapport à ça parce que c'est pas le truc le plus accessible en fait du monde. Donc c'est aussi pour ça que tous les films ne sortent pas. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que il y a peu de gens qui en parlent. Et d'ailleurs, je te remercie d'en parler sur ce que vous faites sur votre podcast. Et je Ah remercie ouais. toujours les gens qui en parlent parce que c'est tellement rare. Et même de m'inviter ou d'inviter des gens comme moi qui en parlent et tout, qui parlent pratiquement que de ça, c'est super parce que moi, je comprends aussi pourquoi les gens n'en parlent pas trop non plus. Enfin, Ouais. parce que ça fait pas beaucoup de vues. Alors moi, je m'en fous parce que je fais ça pour le plaisir. Je fais ça pour passer le temps. Mais je veux dire, les gens qui veulent, voilà. Après, c'est bien, j'incite quand même les gens un peu à en parler de temps en temps parce que même si tu fais du cinéma occidental à 90%, tu peux glisser une petite, ce que vous faites d'ailleurs, hein, Ah vous ouais, glissez ouais, des totalement, ouais. trucs. Là, j'ai vu un podcast, vous avez parlé de Undefeatable de Ouais, exact. Godfrey. Ouais, ouais, Godfrey. Moi, j'ai jamais vu personne en parler sur quelconque. Même moi, j'en parle pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Enfin, c'est cool, quoi. Et ça met plein de trucs en perspective. Ça ouvre à plein de trucs. C'est sympa. Donc c'est pareil. C'est aussi pour dire que ça aussi, c'est du cinéma de Hong Kong. Il y a plein de courants dans le cinéma de Hong Kong. C'est très riche. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est difficile mais il y a plein de films qui sortent quand même, quoi. Il y a quand même plein de films qui sortent. On a droit effectivement, comme tu l'as dit, on n'a pas encore la ressortie des full contact et tous ces chefs-d'œuvre-là, mais ça va venir au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai qu'en 4K, Blu-ray et tout, c'est une vraie redécouverte, quoi. Il y a des trucs que je redécouvre vraiment, même des trucs pas terribles que je voyais à l'époque, et je les vois en 4K et je me dis, mais en fait, c'était pas si mal, quoi. C'était Ouais, pas si mal que ça. Moi, c'est une petite aparté, mais je me suis maté la bande-annonce, enfin un extrait remasterisé en 4K de Black Ninja, ouais, ouais. qui ressort là je crois que avec Cameroun Pulse Connexion, Edition, ouais, tout à ouais, fait. c'est ça.
Et c'était en fait, moi, genre, je connais bien, hein, les films de Godfredo, les trucs, j'en ai bouffé, hein, mais c'était des qualités, irregardables, quoi. C'était des trucs, enfin, tu dois savoir, enfin, c'est des trucs, c'était des Ah ouais, VHS rip, des trucs immondes. Et là, en fait, je avec vois la le bande truc, qui se ouais, et puis tu sais, tout recadré, tu voyais même pas le film, en fait, et tout. Et là, en fait, je revois le truc, je fais: «Mais en fait, bon, c'est pas ouf, mais je me dis: "Putain, mais en fait, ça, c'est pas mal, hein". Franchement, ouais, pour les c'est bien, c'est après il y a un vrai savoir-faire effectivement à Hong Kong à l'époque de la façon de faire un combat. Donc même dans le truc le plus nanardesque, en fait, tu vas trouver des combats qui sont plutôt bien ficelés à chaque fois parce que c'est vraiment ce qui fait leur cinéma, à 90 du temps. C'est vraiment la manière de filmer les scènes d'action, c'est juste, incroyable. Donc voilà, des fois, c'est des vraies redécouvertes. Il y a des trucs comme ça que je redécouvre, et après, en même temps, bon, ça fait aussi ressortir la 4K, ça fait ressortir tous les défauts aussi, parce que ce ouais. cinéma a de nombreux défauts aussi, et malheureusement, c'est à double tranchant. Ça fait ressortir les trucs les plus sublimes, et puis ça fait ressortir les défauts. C'est un peu le problème aussi. Puis la 4K, enfin, je sais que, après c'est en import, mais ça nous a permis d'avoir enfin Polystory 3 Oui, en oui, oui. en Blu-ray, bah, en Blu-ray 4K. Et là aussi, c'est, alors j'ai pas acheté le film, mais j'ai vu en fait à quoi il ressemblait et c'est vrai que, bah, ça donne une autre dimension, quoi et tu te dis: Ah ouais, «Bon, ouais, ouais. OK, c'est quand même à c'est vraiment, vraiment très bien». La Complètement, remasterisation est vraiment cool. complètement, complètement. Ça fait très, très, très plaisir. Eh bien écoute, merci beaucoup. Là franchement tu m'as bluffé sur les 3 choix, j'ai pris des notes, je vais aller à la conquête de ces films, tout du moins les 2 premiers en tout cas. Ça me donne vraiment envie. Merci beaucoup d'avoir parlé du cinéma HK. C'est vrai qu'avec Seb, on aime beaucoup le cinéma HK. Moi j'étais un peu bercé quand j'étais gamin parce que j'avais des frères qui étaient fans de Christophe Gans déjà et de John Woo. Donc du coup, The Killer, à toute épreuve, j'en ai bouffé. Et puis bon, bah, tout ce qui aussi est Jackie Chan, Sammo Hung, comme je te disais, hein, les fin 80, début 90, c'est pour moi, ce cinéma HK est vraiment, vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le parallèle que tu as fait même avec les films occidentaux, où c'est pareil, hein, fin 80, enfin même les années 80 et les années 90 ont été Mmh. importants aussi dans les arts martiaux pour les films occidentaux. Carrément, carrément. C'est d'ailleurs là où on a vu le plus de sous-Van Damme Mmh. qui sont arrivés, puisque bon, les boîtes de production, voyant que Van Damme avait cartonné avec ses films, bah, du coup, tu voyais que chaque boîte de production avait son propre poulain et essayait de se faire du pognon sur lui. Et Ouais, ouais. je trouvais que voilà, à partir des années 2000, ça devient un peu plus compliqué. On est plus sur de films d'action peut-être intellectuels. Et ça revient un peu maintenant Mmh. avec des films d'arts martiaux, notamment John Wick, hein, où le scénario est certes basique, mais par contre, les scènes de combat sont vraiment hyper bien chorégraphiées et ça fait plaisir à voir. Où est-ce qu'on peut te trouver dans tes actualités? Alors, bah, non, mais déjà, je voudrais te remercier déjà de m'avoir Pardon. invité. Vous faites un super, taf et vous déterrez aussi des petits trésors des années 90, et de films d'arts martiaux et tout ça, donc je me régale, c'est vraiment pas mal. Je vais écouter plus d'émissions, donc merci encore pour l'invitation. C'était très Ah, mais cool. je t'en prie. Et puis, moi, on peut me trouver, alors sur ma chaîne YouTube, c'est Max Pereira. Et j'ai une petite chaîne YouTube, voilà, mais avec pas beaucoup d'abonnés, mais beaucoup de vidéos par contre, donc allez-y, hein, si vous voulez découvrir le cinéma de Hong Kong, c'est là que ça se passe. Et j'anime aussi enfin je co-anime un podcast avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia que j'embrasse, qui sont des vrais connaisseurs et des vrais passionnés aussi, Mmh. et qui s'appelle le Raging Fire Club, en hommage à Raging Fire, donc le dernier film de Donnie Yen, et du film posthume de Benny Chan. Voilà, donc on traite de cinéma de Hong Kong principalement, de cinéma asiatique de manière plus large, et puis peut-être un jour de cinéma un peu dans ce que peut-être c'est un peu dans le même vibe que ce que vous faites, du cinéma d'action héroïque, voilà, un peu badass, un peu à l'ancienne, quoi. Ouais. On aime bien ce type de truc, mais voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans les prochains numéros. Donc voilà, en gros, vous pouvez me trouver. Et puis sur la chaîne des copains, à droite à gauche, je fais un peu des apparitions un peu partout. OK, bah, de toute façon, on mettra les liens dans le podcast.
Donc les gens pourront cliquer et du coup découvrir à la fois ta chaîne YouTube, mais aussi le podcast. Bah, en tout cas, merci beaucoup Merci à toi. pour cette émission. C'était vraiment cool. Chers auditeurs, on se retrouve très bientôt avec Seb qui me rejoindra pour une prochaine émission. N'oubliez pas, mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour qu'on soit référencé. Et on se dit à la prochaine dans Hacking dans ton podcast. Salut!